tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse technique sur le Bitcoin, un petit point marché. Voilà, c'est la rentrée. On a des grosses échéances qui arrivent là bientôt, notamment le FOMC demain, donc pour le 18 septembre 2024, où Jérôme Powell va prendre la parole et va sûrement annoncer le pivot, le fameux pivot de la Fed, le pivot qu'on attend tous. On va discuter aussi qu'est-ce que c'est ce pivot, à quoi est-ce que ça va servir, qu'est-ce que ça peut donner dans les mois à venir. Donc oui, on va faire un point marché sur le Bitcoin, quels sont les potentiels scénarios, comment est-ce qu'on peut s'y préparer, quel est mon avis moi personnel sur l'évolution du marché crypto dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis voilà, on va parler un peu de l'actualité, un petit topo général. Donc alors, concernant Bitcoin, où est-ce qu'on est? Cet été, moi personnellement, j'ai pas trop tradé les marchés. Voilà, je me suis juste servi de ce canal descendant, cette espèce de bull flag en weekly. Donc voilà, à chaque fois que le Bitcoin allait sur la zone basse du canal, j'ai acheté en spot. Donc j'ai fait ça principalement sur des alts, principalement sur Tao. Et puis donc à chaque fois que ça commençait à remonter, donc à peu près milieu de canal, ou que je sentais qu'il y avait des impulsions haussières qui se faisaient ravaler, je vendais mes positions, ou en tout cas une partie de mes positions, et j'ai racheté plus bas. Donc j'ai fait un peu j'ai pas mal, franchement je trouve que j'ai bien tradé ce canal pendant l'été. Là où je pense que la majeure partie des traders ont perdu du capital pendant cette période de range, moi j'ai su au moins le préserver mon capital. Et puis voilà, je me suis vraiment forcé à ne pas trader parce que dans ces moments-là, la meilleure chose à faire parfois, c'est de pas trader, tout simplement. Donc je ne saurais que vous recommander aussi pendant les prochaines semaines de pas trop toucher au levier, parce que là, on commence à arriver dans des zones de tension, il va y avoir pas mal de volatilité, selon si le pivot de la Fed va être plus ou moins important. Et c'est vraiment le pire moment pour perdre du capital. Parce que là, il faut savoir que quand le Bitcoin va repartir, quand les assets à risque vont, euh, vont vraiment repartir, ça peut monter très très haut, notamment sur les crypto-monnaies. Ça peut être le prolongement du bull run, enfin, la seconde partie du bull run qu'on a déjà connu en ce début d'année. Et 100 euros en moins, dites-vous que c'est comme si c'était 500 ou 600 euros en moins dans 6 mois. Donc il faut anticiper tout ça. Et vous voyez, si là, vous paniquez, je sais pas, disons une bêtise, vous rentrez maintenant avec un stop loss sous les 50, sous les 52 000, 53 000, qui correspond donc à cette petite mèche juste ici. Là, vous rentrez maintenant, vous rentrez ici, vous mettez un stop loss juste en dessous de cette petite mèche, et que là, le FOMC, finalement, les marchés s'attendaient à une baisse de 0,25, au final, on est sur du 0,50 ou 0,75 de baisse de taux. Là, le marché peut avoir une volatilité extrême, parce qu'il ne l'avait pas pricé, et le Bitcoin peut descendre finalement beaucoup plus bas, pourquoi pas aller ravaler cette bougie d'impulsion haussière aux 42 000, 43 000. Et en fait, là, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez perdre votre mise avec votre stop loss ici, ou alors vous n'avez même pas mis de stop loss, et donc là, j'espère que vous avez les reins assez solides pour encaisser une baisse de cette ampleur. Franchement, si vous avez vraiment pas trop d'appétence au risque et que vous voulez vraiment optimiser votre capital, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment d'attendre le breakout haussier de ce canal descendant. Euh, ouais, attendre un breakout, mais un breakout franc, pas attendre. Si le Bitcoin break et réintègre, là, il faut se poser des questions. Franchement, sauf si vous avez des convictions fortes ou que vous voulez rentrer en spot sur du long terme, là vous pouvez rentrer maintenant, il n'y a pas de souci. Et mettre des petits stop limits pour rentrer un peu plus bas si jamais on venait avoir une volatilité baissière. Mais pour ceux qui commencent à rentrer avec des leviers, moi je vous inviterais vraiment à attendre qu'on ait une confirmation de cette sortie de canal par le haut pour commencer à remettre du levier. Là pour le moment, mettre du levier dans ce range, ça vous risque des périls. Sinon, donc là on est en vue weekly sur le Bitcoin, donc en vue semaine.
Donc oui, donc on est toujours dans ce range. Là, on voit qu'on a fait une énième rebond sur la borne basse du canal descendant. On a concrètement un RSI qui perd en force, un MACD qui perd en force baissière. On voit que le MACD fait des creux de plus en plus hauts. Et donc, ça signifie qu'en fait la force vendeuse est de moins en moins forte. Et le jour où on va commencer à cross dans le vert, dans le positif, là ça veut dire que les flux acheteurs sont supérieurs aux flux vendeurs et donc que le marché recommence à devenir haussier. Au niveau du RSI, il n'y a rien de. Il n'y a rien de trop à noter, si ce n'est peut-être, non même pas, j'allais dire une divergence haussière, mais même pas. Non, il n'y a rien à noter. On voit qu'on a une contraction par contre du RSI. Voilà, le RSI qui se contracte. Donc à voir où ça va nous mener. Donc là, on voit que voilà, on se rapproche du FOMC, il y a une contraction de la volatilité et ça devrait péter normalement demain ou dans les jours à venir. Donc vers le haut ou vers le bas, faites attention. Si vous êtes déjà en position ici, vous pouvez vous hedge, c'est-à-dire vous protéger avec des options par exemple. C'est-à-dire que voilà, disons que moi j'ai 5000 euros d'investis sur le Bitcoin. Si je veux si je veux protéger ma position, je vais prendre un short à la vente d'une valeur de 5000 euros sur le Bitcoin. Et donc ça va faire que peu importe dans quelle direction évolue le marché, s'il monte, c'est ma position spot qui va grossir et ma position et ma couverture, donc en levier, qui va diminuer. Et inversement, ça permet d'être à l'équilibre et au moins passer cette période de forte volatilité. Donc ça peut être une option. Enfin, pour ceux qui ont envie de se protéger de la volatilité qu'on va rencontrer dans les prochains jours, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Un autre indicateur que j'aime bien regarder aussi, notamment quand je regarde le Bitcoin, c'est l'index de volatilité, voir un petit peu la volatilité. Donc, historiquement, quand on regarde le Bitcoin, dès que le Bitcoin il a dépassé la zone des 0,8, donc comme ici par exemple, je vais agrandir un petit peu. Comme ici, on commence à rentrer en zone rouge là, c'est-à-dire qu'on a vraiment une volatilité très importante et c'est plutôt des zones dans lesquelles il faut savoir vendre. A contrario, quand il est sous les 0,20 et qu'on est plutôt dans des zones donc de très basse volatilité, donc généralement ça va être lors des bear market, hein, c'est plutôt là où il faut rentrer fortement sur Bitcoin. Donc là, on peut voir qu'on est retourné en volatilité assez basse, donc c'est très intéressant. On voit qu'on est dans une. Pour moi cette période, c'est vraiment une période de réaccumulation, vraiment une période où le but c'est de faire douter les gens, de mettre à mal leur conviction dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin, et de réussir à les faire sortir du marché pour au final les frustrer quand le prix va repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé en 2017, c'est ce qui s'est passé en 2020, 2021, c'est ce qui va se passer là, je peux vous le garantir. Donc voilà pour le Bitcoin en weekly. On va passer en 3 jours. En 3 jours, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Donc au niveau du MACD, comme on disait, voilà, une perte pardon, du momentum baissier. Là, c'est vraiment très flagrant ici. Là, par contre, en 3 jours, on peut voir qu'il y a une petite divergence baissière. Là, on a un prix qui descend, alors que sur les RSI nous fait des plus bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est un signe que enfin, c'est donc une divergence haussière. Et on constate toujours cette contraction du RSI due à une contraction de la volatilité qui va exploser dans les prochains jours. En daily, ça change pas grand-chose. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés donc à se positionner sur le Bitcoin au cas où il y aurait un retracement, moi je pense que la zone la plus intéressante c'est de se positionner en partie sur la borne basse du range, c'est-à-dire au niveau je dirais des 54 000, 54 000, 53 000. Et pourquoi pas sous cette mèche au niveau des 49 000 et ensuite aller chercher toute cette zone d'imbalance. Donc c'est une zone où le prix n'est pas venu tester à la baisse. C'est-à-dire que voilà, on est monté en ligne droite et le prix n'est jamais retourné dans cette zone. On peut voir que ça avait été le cas ici, mais on a été venu rechercher ces zones justement avec cette grande mèche et les précédentes un petit peu. Et là encore cette zone qui a pas été retestée, ça serait peut-être intéressant d'aller la retester. Mais c'est pas une obligation. Plusieurs fois dans les cycles précédents, c'est arrivé que justement il y ait des imbalances haussières sur le Bitcoin et le prix n'est pas revenu les tester avant d'entrer en bear market. Donc c'est possible qu'on retourne entre les 47 000 et les 42 000 concrètement, mais c'est pas une obligation.
Mais donc ça peut aller très vite, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une baisse, un flash crash en une soirée, et le lendemain, le Bitcoin il est remonté, il a repris 3000, 4000, 4000 points, et il est descendu, voilà, il est descendu à 43 000. Le lendemain, on le retrouve à 48 000. Voilà, c'est totalement possible. Donc mettre des ordres limites dans cette zone-là, c'est pas déconnant. Ça peut être un move intéressant. En spot, hein, bien sûr. Donc voilà pour Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, information très intéressante que j'ai relevée, c'est l'impression des USDT, donc du stablecoin Tether, qui continue en fait son ascension, hein, voilà, hein. Nous sur Bitcoin, on range depuis mars 2024, voilà. Donc là, ça va faire quoi? Ça va faire 4, 5, 6 mois, 6 mois qu'on est en train de, ça fait 6 mois qu'on est en train de range. Et qu'est-ce qu'a fait Tether en 6 mois? Hop, c'était quand? Donc mars 2024. Donc qu'est-ce qu'a fait Tether depuis mars? Bah, Tether a imprimé environ 16 milliards de stablecoins. Donc c'est-à-dire qu'on a une rentrée dans l'écosystème des crypto-monnaies, 16 milliards de dollars qui sont rentrés. Pour rappel, là, le Bitcoin est à peu près au même niveau que son ex-ATH, qui était en novembre 2021. En novembre 2021, on était où? À novembre 2021, il y avait 73 milliards sur les cryptos, en stablecoin de Tether. Là, on a quand même une hausse de, tac, une hausse de 44 milliards supplémentaires. Donc on a 44 milliards d'USDT supplémentaires. C'est, voilà, il faut faire ses calculs soi-même dans sa tête, mais c'est 44 milliards en plus dans les crypto-monnaies qui sont investies, qui sont en circulation, qui font fonctionner les protocoles, qui génèrent des fees, etc. Donc c'est le signe d'un écosystème qui grandit, qui grossit, et qui va continuer d'évoluer. Et encore une fois, les derniers jours, ils ont beau être baissiers ou ralentir, voilà. L'impression des stablecoins parle d'elle-même. On a, on a fait que d'augmenter, quand le prix lui ne fait que de baisser. Par contre, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est la dominance de l'USDT. Concrètement, comment est-ce qu'il faut lire ce graphique? Quand quand la dominance de l'USDT augmente, c'est-à-dire que les gens détiennent plus d'USDT que d'autres crypto-monnaies. Donc ça signifie généralement que les gens préfèrent, enfin que les prix baissent. Donc les gens vendent leur crypto-monnaie pour de l'USDT. Donc ça, c'est quand ça augmente. Quand ça baisse, au contraire, c'est que les gens vendent leur USDT, donc en fait s'en servent pour acheter des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Donc on peut voir en fait, voilà, que dès qu'on a des pardon, hop, dès qu'on a des périodes de baisse. Donc là, par exemple, si on prend entre août 2023 et mars 2024, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Donc août 2023, c'est là, mars 2024, c'est là. Voilà. Donc quand là, l'USDT a perdu, est passé de 8% de dominance à 3,80 de dominance, lui, le Bitcoin, il a pris, tac, c'était là, le Bitcoin, il a pris 180%. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On voit que récemment, depuis donc mars 2024, on voit on a une dominance de l'USDT qui fait que d'augmenter. Par contre, dès que cette dominance, dès que cette augmentation va commencer à se retourner, donc là, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais tracer mon petit canal, mon petit canal, ma traîne de tendance, ma ligne de tendance. Je vais mettre une petite alarme. Hop, voilà, hop. Je me mets ma petite alarme. Je vais en mettre une autre qui est un peu plus agressive pour, voilà, réussir pour que j'arrive à capter le plus rapidement possible le mouvement. Hop, voilà. Donc là, pour moi, c'est très simple. Dès que la dominance de l'USDT va commencer à se retourner, donc c'est-à-dire va repartir à la baisse, pour moi, ça va être le signe qu'on repart en bull market et que les cryptos continuent leur ascension. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Oui, je voulais vous montrer un petit peu le DYDX, le DXY. Oui, je voulais aussi vous montrer le DXY, donc l'indice représentatif du dollar. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que malgré une baisse
de la force du dollar contre les autres devises, bah, en fait, depuis juin, le Bitcoin, lui, n'a pas trop réagi, au contraire. Donc, généralement, quand la valeur du dollar baisse, encore une fois, c'est un indice. Donc, c'est-à-dire que c'est le dollar par rapport à plein de monnaies fiduciaires, l'euro, le yen, etc. Mais concrètement, quand l'indice du dollar baisse, c'est un signal haussier pour les valeurs à risque. Donc, c'est-à-dire les valeurs, les actions, la tech et les crypto-monnaies. Là, on a eu cette baisse pendant l'été, mais ça s'est pas vu sur le prix du Bitcoin. Par contre, ça s'est bien vu sur le prix des actions, qui lui a bien monté. Donc voilà, qu'est-ce qu'attend le marché? Est-ce que les crypto-monnaies attendent une cassure franche de ce niveau-là? Je vais faire ça un peu plus proprement parce que là, c'est tac, tac, tac. Voilà, hop, on va dire ça comme ça. Voilà. Là, il y a vraiment une zone assez importante à passer. Est-ce que le marché attend donc une cassure franche de cette zone-là vers le bas pour justement indiquer que là, voilà, c'est le moment pour les asset à risque de surperformer. Là, si on prend par exemple ce qui s'est passé après le Covid, on peut voir que la réaction du DXY était assez franche. C'est-à-dire, voilà, on a eu vraiment une cassure vers le bas du DXY. Donc pendant toute cette période-là, en fait, c'est une période où les assets à risque ont été fortement haussiers. Donc là, si on regarde d'avril 2020 à mars 2021, donc hop, avril 2020, on est où? On est là, avril 2020 à mars 2021. Voilà, on est sur une reprise haussière de fou furieux. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut regarder pour moi. Donc là, voilà. Concrètement, dans les prochains jours, il faut rester calme et ou se protéger par rapport à la volatilité du pivot de la Fed avec le FOMC qu'on a demain. Et ce qu'il faut surveiller, c'est surveiller donc le DXY, voir est-ce qu'il y a une cassure franche de ce niveau-là, et pas un fake out comme on a eu ici. Donc ça veut dire que ça devrait se confirmer sur 2 semaines au moins un minimum. Donc checker ça, le DXY. Checker également la dominance de l'USDT et aussi le nombre d'USDT en circulation, en regardant qu'est-ce que Tether imprime ou pas. Et continuer en fait à checker tout simplement le cours du Bitcoin et ce range interminable. Donc voilà. Là, l'objectif c'est de sortir les mains faibles et une fois que le train sera vidé, on va repartir à la hausse. Ça va être une nouvelle hype. Ceux qui étaient sortis là, ils vont se dire ah putain, quand même, j'ai loupé. Ils vont pas rentrer tout de suite. Ils vont voir que le Bitcoin est à 80 000, 85 000, 90 000. À 90 000, ils se disent ah ouais putain, moi j'étais à 50 000, là il est à 90 000. Vas-y, je vais rentrer, je vais essayer de grapper quelques pourcentages. Et puis le Bitcoin va monter peut-être à 100 000. Et puis après, ça va commencer à stagner. Ils vont pas comprendre pourquoi. Ils vont changer d'asset, etc. Et quand le marché va se retourner, bah, au final, ils auront acheté à 90 000 et ils vont revendre à 76. Voilà, c'est ce qui se passe toujours dans les cryptos, c'est ce qui se passe toujours dans les bull markets. Malheureusement, c'est que quand on a connu un cycle complet dans les crypto-monnaies qu'on commence à comprendre un peu la, la psychologie et comment est-ce que les marchés essaient de nous manipuler. Donc voilà concrètement pour l'analyse du Bitcoin. Donc maintenant on attaque la partie on-chain. Donc là je vais montrer quelques indicateurs qui pour moi sont très intéressants et permettre de voir un petit peu les dessous du marché des cryptos, du Bitcoin, et ça peut nous aider voilà, à la prise de décision, justement, quand est-ce que je dois rentrer, est-ce que là c'est un bon moment, est-ce que c'est pas un bon moment, est-ce que là il faut que je prenne des profits, etc. Donc là j'ai plusieurs indicateurs, donc notamment donc celui-ci. Donc là on peut voir que en gris donc c'est le cours du Bitcoin sur les 5 dernières années. Et en vert, c'est le nombre de bitcoins détenus par les holders long terme, donc les détenteurs de bitcoin long terme. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que voilà, généralement, quand on arrive dans des zones assez hautes, euh, après une hausse fulgurante un peu du bitcoin, les holders long terme ont tendance à vendre. En revanche, après, une fois, dès que le marché a corrigé et entré en phase de bear market, on a une réaccumulation très forte des holders long terme.
Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a eu une vente assez massive, donc massive, on passe quand même de 16 millions à 15 millions. C'est 1 million de bitcoins, c'est pas non plus, exceptionnel, mais c'est quand même, enfin, c'est en tout cas, c'est visible, c'est une baisse assez importante et visible sur ce graphique. Et on peut voir donc voilà qu'il y a une vente progressive et que dernièrement là depuis, donc le 5 août, donc on a eu le crash, jusqu'aux 48 000 il me semble, 49 000, on a une réaccumulation très puissante des holders. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on avait vendu là entre, janvier 2024 et avril 2024, on l'a ravalé en 2-3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là les holders long terme réaccumulent énormément de bitcoin. Donc on peut voir qu'ils se trompent très rarement, hein. Généralement, voilà, hein, quand c'est le graphique me parle de lui-même. Si on regarde une un peu plus grosse time frame, on peut voir que voilà, à chaque fois, il y a une réaccumulation qui se fait, comment dire, une vente en fait de la supply Bitcoin dès qu'on commence à arriver dans les zones ultra hautes en fin de bull market concrètement, et une réaccumulation assez agressive pendant les bear markets. C'est ce qui s'est fait aussi pendant là, ce bear market tout du long. Là, il y a eu un dégonflement, une vente massive qui s'est fait au-dessus de l'ancien ATH, et là, une réaccumulation. Ce qui me laisse suggérer que nous allons retrouver donc sûrement une prochaine vague haussière et à surveiller. Donc voilà, moi c'est un site internet avec des indicateurs que je regarde très souvent. Là, c'est une EMA, donc c'est une moyenne sur 7 jours, mais je peux faire sur un jour. Et ça me permet d'affiner un petit peu plus, voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe à court terme. Voilà, là, si je me mets, voilà, si je regarde sur l'année précédente, voilà, je vois que depuis le 2 septembre, voilà, ça stagne un peu la réaccumulation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, je sais pas. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que quand il y a eu la grosse baisse, il y a eu une réaccumulation massive. On passe de 15 millions à 16 millions. Donc c'est 1 million de bitcoins qui ont été rachetés. Donc là, on va passer au deuxième indicateur que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est les profits ou les pertes qui ne sont pas encore réalisées, donc les profits latents ou les pertes latentes des holders long terme de Bitcoin. Donc là, je me suis mis avec une vision de cette année pour voir le précédent bear market, que ce soit un peu plus parlant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que voilà, les périodes de bear market sont vraiment très visibles, hein. C'est le moment où les holders long terme de Bitcoin commencent à être en perte. Donc peut-être pour les prochains cycles, ça peut être un indicateur qui peut être intéressant à aller regarder. Parce que bah, voilà, à chaque fois qu'on a été dans cette période un petit peu de range d'accumulation, c'est quand les holders long terme étaient en perte, avaient une perte latente. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir dernièrement? On peut voir que il y a une, il y a- enfin, les pertes, les holders long terme de Bitcoin sont toujours en profit, mais que ces profits diminuent petit à petit et diminuent plus vite que le prix. Donc Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que les holders long terme ont racheté du Bitcoin, mais vu que le prix continue de baisser, eh bien forcément la plus-value latente, le profit latent baisse un peu plus vite. Et donc là, on va passer au dernier indicateur, donc qui est exactement le même indicateur que le précédent, sauf que celui-ci concerne les holders court terme, donc les investisseurs court terme sur Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir que là, dernièrement, là, les holders de Bitcoin sont donc holders de Bitcoin court terme, donc ceux qui détiennent des Bitcoins depuis beaucoup moins de temps. Donc je crois que short terme, c'est considéré entre un jour et 6 mois, et long terme, c'est plus de 6 mois. Non, c'est plus de si, c'est ça, plus de 6 mois, 150 jours environ. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir qu'en fait, là, depuis donc là, juin à peu près, donc là, est-ce que je peux voir? Oui, voilà, depuis juin 2024, les holders court terme de Bitcoin sont en moins-value latente. On n'est pas sur des niveaux de moins-value qu'on a connus en bear market où les short-term holders étaient vraiment, avaient vraiment la tête sous l'eau, et là, c'est vraiment des niveaux de capitulation importantes. Là, on n'est pas sur des niveaux de capitulation, mais ça commence à devenir un peu quelque chose quand même ça commence à faire un moment qu'ils ont la tête sous l'eau. Donc voilà, qu'est-ce qu'attend le marché? Est-ce que par hasard, le marché attend, pourquoi pas,
vraiment une peut-être que le marché en fait, prévoit donc une baisse assez fulgurante pour vraiment faire capituler tous ces, short-term holders avant de repartir à la hausse. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être, totalement possible. Là, on peut voir que, sur toutes les baisses qu'il y a eu, donc à chaque fois que le bitcoin a été tapé sa borne basse du range, donc voilà, la première fois en le on va dire voilà, hop, c'était quand? Le 14 juillet, hop, 10 de la supply, enfin les pertes sont à 10. Heu, donc on peut voir, voilà, à chaque fois que le bitcoin a été tapé sa borne basse du range, les short term hodlers ont vraiment eu très mal, mais voilà, on voit que c'est toujours à peu près au même niveau. Alors peut-être que là, s'il y a une baisse un peu plus importante, on va aller commencer à aller chercher un peu plus bas, pourquoi pas les 0,20, les 0,20, les 0,3, pas trop profond, mais un peu plus profond pour qu'il y ait vraiment une capitulation qui soit vraiment marquée et qui vraiment indique que là, voilà, là ça va vraiment ça va vraiment aller plus bas pour ensuite repartir. Peut-être que c'est ce qui a été le cas aussi ici, voilà. On voit en avril 2023, donc les holders, court terme de bitcoin, voilà, ils ont été, pendant 4 jours, en perte, en juin. Est-ce que c'était suffisant pour, pouvoir repartir? Donc, bah, non. Il fallait vraiment qu'il y ait une période qui permette, qui donne en fait envie aux détenteurs de bitcoin court terme de capituler. Et c'est pour ça que là, on a eu une baisse un peu plus, importante et ils étaient un peu plus en perte et donc il y a sûrement des détenteurs de bitcoin court terme qui sont sortis du marché. Et là, je pense que c'est ce qu'on attend avant de repartir, en bull market. On attend que vraiment les mains faibles vendent leur bitcoin, que là, on ait vraiment une capitulation qui soit visible, présente, pour ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, donc là on se retrouve donc, pour, analyser un peu ensemble la map des liquidations plutôt, sur le bitcoin. Donc on est sur du BTC Perp sur Binance. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, je me suis mis en 6 mois, comme ça on a vraiment une vision globale un petit peu de la map de liquidité. On peut voir que la plus grosse zone de liquidité, elle est au niveau des 72 000. On a 2 milliards de liquidation à ce niveau-là. Concrètement, quand on regarde un peu plus gros, on voit que tout ce qui va jusqu'aux 90 000, il y a beaucoup de liquidités, mais il y en a aussi en bas qui va à peu près, voilà, je dirais jusqu'aux 42, pourquoi pas jusqu'aux 41 000. Est-ce qu'on va aller chercher cette zone-là? Ce n'est pas obligé, encore une fois. C'est possible, mais ce n'est pas obligé. Donc mettre des ordres dans cette zone-là, c'est intéressant, mais l'attendre à tout prix, dire voilà, moi je rentre pas dans le Bitcoin tant qu'il n'est pas là, ça peut être une très grosse erreur, croyez-moi. Quand on zoome un petit peu, donc quand on passe en un mois, qu'est-ce que ça donne? On peut voir que là, il y a quand même un peu plus d'intérêt, il y a quand même beaucoup plus de liquidité, au nord. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va aller chercher? Non, pas forcément. Il y a aussi une petite ligne de liquidité au niveau des 43 600, donc à noter dans un coin de votre tête. Qu'est-ce que ça nous dit là en weekly? En weekly, donc en vue semaine, on est plus orienté au sud court terme. Aussi très important, petite information, j'en profite, parce que quand je vois des meubles de liquidité comme ça, où il y a de la liquidité au nord et au sud, ça veut dire que vraiment le marché est indécis et qu'on a vraiment, comme je vous disais, une contraction de la volatilité. Contraction de la volatilité qui intervient juste avant un événement de marché important, en l'occurrence le FOMC. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de liquidité au nord et au sud? Pourquoi? En fait, parce qu'on a beaucoup de gens qui pensent que ça va à la hausse, beaucoup de gens qui pensent que c'est à la baisse, et qui mettent leur stop loss juste au-dessus, voilà, à des endroits clés du marché, mais ça fait que le prix se contracte. Mais je peux vous assurer que demain, à l'annonce du FOMC, et notamment du discours de Powell, ouais, bien sûr, on va écouter ce qu'il va annoncer par rapport comment dire, à la diminution des taux, mais surtout son discours d'après. Pourquoi est-ce qu'il diminue les taux? Quelles sont les perspectives à venir, etc. Je peux vous assurer que ce moment de volatilité, il peut être très piégeux. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe, c'est demain, on va avoir Powell qui va dire voilà, diminution de 0,50 des 0,50 points des taux. Le marché s'attendait à 0,25. Hop, le marché va se dire ah mais s'il augmente plus ses taux, c'est qu'il pense qu'il va y avoir une récession. Donc là, on va avoir le marché qui va cracher, qui va descendre à 55 000. Puis après, à 20h,
Un peu plus tard, 15 minutes plus tard ou une demi-heure plus tard, il y a Powell qui va parler, prendre son discours, qui va dire: «Oui, donc en fait, si on a baissé de 0,50 plutôt que de 0,25, c'est, parce que le marché, américain est très fort, on n'a aucun doute sur l'emploi et cetera. Ça va rassurer les marchés, les marchés vont repartir à la hausse, bim, on va aller chercher la liquidité là-haut». Très souvent, c'est ce qui se passe, hein. Je ne sais pas dans quel sens ça va se faire, mais très généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de liquidité dans un sens et après le marché va dans l'autre. Après, il peut même repartir encore dans l'autre, hein, pour vous dire. Mais voilà, c'est vraiment des périodes de haute volatilité où il faut avoir le slip bien accroché, sinon ça peut être chaud. Donc voilà pour la map de liquidité. Voilà. Donc maintenant, voilà, on se retrouve donc sur voilà, donc maintenant je vais vous parler donc un peu plus en détail, de mon avis, de ma vision sur, les semaines, les mois à venir. Ce que je pense du prochain FOMC, ce que je pense qui peut arriver. Voilà, avant toute chose, moi je veux être très clair, ce que je dis c'est que mon avis, je suis pas un professionnel, je suis pas payé pour ça, j'ai pas, voilà. Moi ce que je dis, c'est ma vision du truc, c'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, le plus important sur le marché, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être paré à toute éventualité, à tout scénario et d'avoir la stratégie donc la plus adaptative possible. Concrètement, pour revenir donc à l'évolution des taux, là, on va se mettre sur du 5 ans, on va retracer un peu l'histoire, voilà. Donc là, on a eu le Covid qui est arrivé, voilà, mars 2020, baisse des taux fulgurante, les marchés se sont crashés, le taux de la Fed est resté entre 0 et 0,25 pendant 2 ans. Les marchés sont partis en bull market. On a commencé à avoir une augmentation de l'inflation. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a une augmentation de l'inflation? Concrètement, une augmentation de l'inflation, ça va augmenter les prix. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie s'emballe et une hausse des prix trop importante. Donc qu'est-ce qu'on fait pour diminuer les prix? Il faut ralentir l'économie. Pour ralentir l'économie, on augmente les taux. Qu'est-ce que ça fait l'augmentation des taux? L'augmentation des taux, ça dit que voilà, avant, Monsieur Dupont, quand il voulait ouvrir son petit business, sa petite boulangerie dans sa ville, il allait voir sa banque. Il dit voilà, monsieur, je vais emprunter 300 000 euros. Voilà, les taux étaient vachement bas, donc il pouvait emprunter 300 000 euros avec un taux d'intérêt à 1%. Donc concrètement, l'emprunt coûte presque rien. Et donc, l'emprunt était beaucoup plus facile. Mais vu que les taux augmentaient, qu'on arrivait sur du 5,5, là, Monsieur Dupont, quand il va aller pour emprunter à 300 000, sa banque va lui dire par contre, Coco, il y a un taux d'intérêt à 5,5%. Et donc là, le coût de l'emprunt pour Monsieur Dupont, il n'est pas le même. Donc il va s'y prendre à deux fois pour commencer pour amorcer son investissement. Donc c'est pour ça, en fait, cette augmentation des taux, elle a pour objectif de ralentir l'économie, de décourager les gens à emprunter pour vraiment calmer la machine. Là, on a vu que la machine s'est calmée, étant donné que l'inflation US est passée, je crois, quasiment de 9%, et là, elle est à peu près à 2,6, 2,7%, et elle se rapproche de la target des 2% de la Fed. Donc là, concrètement, voilà, on commence à arriver à des chiffres d'inflation normaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à réduire les taux tranquillement, doucement, doucement. Maintenant, il y a juste un problème. C'est pas un problème, c'est une crainte que les marchés ont. Quelle est cette crainte? En fait, si vous voulez, la crainte du marché, c'est est-ce que la Fed a tellement ralenti l'économie, a tellement comment dire? Heu, voilà, a tellement ralenti la machine, l'économie américaine avec l'augmentation des taux, que là, en fait, il ne va plus y avoir assez de dynamisme pour avoir de la croissance et on va potentiellement rentrer en récession. Ça, c'est la crainte des marchés.
Donc là, le marché a peur qu'on rentre en récession. Pourquoi est-ce qu'il a peur qu'on rentre en récession? Parce que la Fed aurait potentiellement gardé les taux hauts trop longtemps. Ça, la Fed le sait. La Fed, elle a les datas, les analyses. Donc maintenant, c'est nous, comment est-ce qu'on va interpréter la baisse? Là, on est à 5,5% aujourd'hui. Imaginons que demain, voilà, premier scénario, Jérôme Powell fait sa réunion, il dit voilà, nous on va baisser les taux de 0,25%. Comment est-ce que le marché va l'interpréter? Le marché va l'interpréter, ah, il baisse que de 0,25%, ça veut dire que 1, il n'y a pas de risque de récession, parce que sinon, il baisserait un peu plus fortement les taux pour redynamiser au plus vite l'économie. 2, ah, peut-être qu'il garde les taux assez élevés, quand même, parce qu'il n'est pas sûr que l'inflation soit vraiment arrivée à la baisse, continue de se diriger à la baisse. Peut-être qu'il va y avoir un rebond de l'inflation, c'est pas impossible. Voilà ce que les marchés peuvent se dire. Dans le cas où Powell lui dirait, voilà, aujourd'hui, c'est pas 0,25% de baisse de taux, c'est 0,5%, voire il y a un sénateur, il me semble, qui a demandé 0,75 parce que l'économie américaine était en grand danger, une baisse de 0,75%. Si demain la Fed arrive et nous dit, voilà, il y a une baisse de 0,5%, voire 0,75% de baisse de taux, là, le marché, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah, là, il y a une baisse importante, très importante des taux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le risque de récession est vraiment très présent et très inquiétant? Parce que concrètement, récession, c'est augmentation du chômage, diminution de la croissance et du coup, bah, gros problème pour le capitalisme, pour l'économie américaine et mondiale. Donc là, les marchés vont commencer à flipper. Ils vont flipper fortement. Bien sûr, il va y avoir après le discours de Powell qui lui va essayer d'arrondir les angles, de rassurer au mieux que possible. Mais ça pourrait être une information qui est quand même pas très bien perçue. Enfin, une baisse de taux qui pourrait être pas bien mal accueillie par les marchés. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur cette potentielle baisse de taux. Maintenant, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de vous couvrir, de vous hedge avec des options. Je le répète, voilà, j'ai 5000 euros investis sur Bitcoin. Le FOMC c'est demain, je veux me couvrir, et bah, je vais prendre une position short d'une valeur de 5000 euros, donc un pari à la baisse, pour couvrir ma position d'achat. Concrètement, si le marché augmente, je gagne sur ma position spot. Si le Bitcoin baisse, je gagne sur ma position short, donc pari à la baisse. Donc ça va équilibrer ma balance. Et voilà, admettons, voilà, là ça fait 2 jours, le FOMC, la baisse de taux est passée. Le marché, il y a une baisse de la volatilité. On a trouvé une direction. Ok, bah, je décide de fermer ma position short. Comme ça, bah, je suis encore exposé à Bitcoin, j'ai pas perdu d'argent, je me suis protégé de cette période de volatilité et tout est bon. Voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo analyse explicative de ma vision du marché, des potentiels scénarios suite au pivot de la Fed qu'on va avoir demain, donc le 18 septembre 2024. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. S'il y a des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous voulez mon avis sur plusieurs sujets, sur plusieurs cryptos, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très vite et puis bah, faites attention à vous et à votre capital. Ciao ciao.